plaisir pour moi de venir parler trichine avec les acteurs de terrain, parce que trichinella, c'est un parasite du gibier, c'est un agent pathogène qui est responsable d'une zoonose parasitaire. Une zoonose, c'est donc une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Ce parasite est transmis uniquement par la consommation de viande contaminée quand elle est consommée crue ou peu cuite. C'est ce qu'on appelle un nématode, c'est un peu comme un ver de terre, mais microscopique, qui fait moins d'1 millimètre de long et qui n'est donc pas visible à l'œil nu. Alors vous avez ici en haut à droite une illustration du parasite tel qu'il est quand il est dans le muscle, puisque c'est là qu'il va se localiser. Donc vous voyez, ça fait des petites capsules à l'intérieur desquelles on a le parasite qui s'enroule sur lui-même. Ça fait une spirale et c'est ce qui a donné son nom à l'une des espèces de trichinella qui s'appelle Trichinella spiralis. En bas, c'est une photo du parasite quand on l'a isolé. Il est libéré du muscle, il est libéré de sa capsule et voilà donc à quoi il ressemble. Il a une répartition géographique mondiale. Et en fonction des espèces, on va le retrouver partout dans le monde. Il y a des espèces qui résistent bien au froid et qu'on va retrouver dans les zones polaires, arctiques. Puis il y a des espèces qui, elles, sont plus habituées, en fait, acclimatées à des zones chaudes. Et donc, on va les retrouver en Afrique. C'est Trichinella nelsoni qui va résister à la chaleur et à tel point que les carcasses d'animaux en putréfaction en plein soleil permettent malgré tout la survie du parasite. Puis on a des espèces un petit peu plus exotiques, comme Trichinella zimbabwensis, qu'on n'a retrouvé qu'au Zimbabwe, ou Papouasie, qu'on n'a retrouvé qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Europe, mais en France, on est principalement infecté par Trichinella spiralis et Trichinella britovi, qui circulent plus dans la faune sauvage, et notamment le sanglier. Alors ici, nous avons un porc qui va ingérer une viande contaminée et avec la digestion en fait dans l'estomac, on va libérer les capsules de trichine. Le parasite va s'installer dans l'intestin et là en fait les mâles et les femelles vont se rencontrer et vont donner naissance à des larves à un nouveau-né. Le petit film en fait ça vous permet de voir les petites, vous avez les grandes larves qui sont les adultes, les pères et les mères, et vous avez les L1 nouveau-nés qui sont les petites larves qui bougent beaucoup. Et ce sont ces petites larves, et uniquement celles-là, qui vont migrer en fait de l'intestin vers les muscles, en passant par les vaisseaux sanguins. Chaque larve L1 nouveau-né va donner une larve L1 musculaire qui va s'encapsuler, qui va créer même son réseau de vascularisation et qui va rester là pendant des années jusqu'à la mort quasiment de l'animal. Donc autant dire que quand on est contaminé, c'est pour la vie. Donc là, vous avez des jolies photos avec en haut à droite une larve qui a été isolée sur un cheval et on voit en fait une grosse capsule rouge tout autour. Et là, en fait, ça montre que le parasite est vraiment bien installé et il est complètement isolé du système immunitaire de son hôte, il est protégé. Alors ça, c'était le parasite. Maintenant, la trichinellose. Alors la trichinellose, elle a une caractéristique, c'est que finalement chez l'animal, elle est asymptomatique. Donc l'animal peut être malade, on ne le verra pas. Il n'a aucun signe clinique, il n'a pas de perte d'appétit, il n'a pas de perte de poids, il va très bien. Mais il peut transmettre le parasite. Chez l'homme, par contre, c'est une maladie symptomatique. On n'est pas fait pour héberger Trichinella et c'est une maladie douloureuse. Il y a un aspect collectif dans la maladie parce qu'on est rarement infecté tout seul. Il faut consommer une viande en fait infectée. Donc en général, on la partage au cours d'un repas. On a une durée d'incubation qui va être proportionnelle à la dose infectante, c'est-à-dire que plus il y aura de larves dans le morceau de viande qu'on va consommer, plus la maladie va se déclarer rapidement. Les symptômes vont suivre parfaitement le cycle parasitaire. Pendant la phase où le parasite est dans l'estomac et l'intestin, on a au niveau clinique ce qu'on appelle une phase intestinale, qui est souvent silencieuse, parce qu'en fait les symptômes s'apparentent un petit peu à une gastro-entérite, avec des nausées, vomissements, diarrhée. Elle va passer un peu inaperçue parce qu'on ne va pas forcément consulter son médecin quand on a ce genre de symptômes, on préfère attendre que ça se passe tout seul. Malheureusement, la trichinellose, ça ne va pas se passer tout seul, ça va évoluer dans les jours qui vont suivre par une fièvre et par un œdème principalement facial. Alors ici, vous avez une illustration d'une patiente. À gauche, elle a son œdème facial. Vous voyez un petit peu comment elle peut être gonflée. Puis on a vraiment un œdème caractéristique au niveau du visage et du cou. Et puis ensuite, on va enchaîner avec la phase musculaire, puisque le parasite va s'installer dans les muscles. Et là, en fait, c'est très douloureux, puisque chaque petite larve que vous avez vue tout à l'heure va rentrer dans une fibre musculaire. Les muscles qui vont être atteints sont les muscles qu'on sollicite le plus, puisque le parasite est véhiculé par la circulation sanguine. Eh bien, c'est le flux sanguin qui va amener le parasite là où il y a le plus besoin. Et là, ça va être par exemple le diaphragme, c'est un muscle respiratoire qu'on sollicite tout le temps, les muscles intercostaux, les muscles périorbitaires. En gros, chez l'homme, ça va être des douleurs respiratoires, parce qu'à chaque mouvement de respiration, c'est douloureux. Sachez qu'il n'y a pas de traitement pour la trichinellose.
trikinellose. Une fois que le parasite est là, qu'il est installé dans les muscles, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc comme il n'y a pas de traitement, eh bien, la seule prévention, elle repose sur le diagnostic de la maladie, enfin de la trikinellose chez l'animal. Donc ça, c'est le travail des services vétérinaires et puis vous, puisque vous êtes acteur dans la chaîne alimentaire. Un petit zoom sur les cas humains en France. Ces résultats sont répertoriés par le Centre national de référence des trikinelloses qui est à l'hôpital Cochin à Paris. Dans les années 70, 80, 90, on avait des grosses épidémies qui étaient liées à la consommation de viande de chevaux qui étaient contaminés. On a mis en place un plan d'assurance qualité au niveau du diagnostic vétérinaire qui fait que depuis cette période-là, on n'a plus de carcasses de chevaux qui sont contaminées. Donc maintenant, ce qui nous reste comme cas clinique humain, en fait, ce sont des cas principalement liés à la viande de sanglier. C'est la partie sud de la France qui est principalement concernée par les épidémies liées à la consommation de viande de sanglier. Quasiment tous les mammifères monogastriques peuvent être infectés par Trichinella. Donc dans la faune sauvage, ça va être tous les petits rongeurs, les renards, les sangliers, les ours. Dans la faune domestique, ça va être les porcs, les chevaux ou les chiens, les chats aussi, et puis évidemment l'homme. Ce parasite passe également chez les oiseaux, tous les oiseaux qui vont consommer de la viande. Donc on va voir les rapaces, les détritivores, les autruches. Et puis il y a eu des cas plus ponctuels, plus exotiques en fait sur des crocodiles. On a tendance à dire en fait qu'il y a deux cycles qui cohabitent. Il y a le cycle sauvage pour lequel le parasite va circuler entre les sangliers, les renards, les réservoirs de petits rongeurs, qui vont être infectés et qui vont être consommés donc, par les animaux carnivores. Ponctuellement, il peut passer à l'homme. C'est le cycle de gauche en vert. Donc là, on retrouve principalement Trichinella britovi en France. À droite, vous avez le cycle domestique. Donc c'est celui qui va contaminer à un moment donné nos élevages de porcs. Vous avez des images où en fait, on peut voir une cohabitation entre les porcs plein air et les sangliers. C'est quand même des animaux qui peuvent être amenés à se rencontrer. Sur cette carte, en fait, on a mis deux niveaux de lecture. Le fond de carte en vert, le vert clair, ce sont les régions où on a le moins de sangliers. Puis plus on va vers le vert foncé, plus on est dense en sangliers. La taille des petits cochons roses, en fait, c'est lié au nombre d'élevages porcins qu'on peut avoir en porc plein air. Et là, en fait, où on peut s'attendre à avoir des cas de trichinellose, il faut qu'on ait quand même une forte population de sangliers et une forte population de porc plein air pour qu'il y ait une probabilité de rencontre. Et c'est ce qui s'est passé en Corse. C'était vraiment une île où on disait, voilà, il n'y a pas de trichine, il n'y en a pas en Corse, il n'y en a pas en Sardaigne, il n'y en a pas sur les îles en Méditerranée. Et là, il a émergé en 2004. Dans la vallée du Haut-Aravo, eh bien, on a des cas réguliers en fait, de porcs qui sont infectés. Je voulais vous présenter une enquête sérologique qui a été faite en 2002-2003. On n'en fait pas souvent parce que c'est assez lourd à mettre en place. On avait pu mettre en évidence des départements dans lesquels en fait, le parasite était circulé. En tout cas, on retrouvait sa trace sérologique chez les sangliers. On a une bordure méditerranéenne, Pyrénées-Alpes, en fait, qui est assez infectée. Comment éviter la contamination par Trichinella? C'est malheureux pour nous, mais c'est comme ça, c'est que le parasite, il est présent dans la faune sauvage. Donc, il faut bien qu'on arrive à vivre avec, parce que de toute façon, on ne pourra pas l'éradiquer. Et donc, il est nécessaire de mettre en place des mesures pour éviter donc, cette transmission. Il faut protéger les élevages de porcs plein air, extensifs, évidemment. Alors, pour les protéger, il faut essayer de gérer les carcasses qui sont issues de la faune sauvage, c'est-à-dire quand on tire un animal ou quand on l'éviscère sur place, il ne faut rien laisser si on veut vraiment éviter que notre parasite se propage. Et puis il y a le contrôle sanitaire des carcasses par les services vétérinaires. Et ça, c'est le test direct qui est mis en place et c'est la meilleure solution pour se protéger, effectivement, c'est de faire contrôler la viande de consommation par des services compétents. Alors cette analyse trichine, elle est réglementaire. Il faut savoir que le premier règlement officiel européen, il a été mis en place en 2005, qu'il a été abrogé en 2015 par un nouveau règlement, donc qui impose l'inspection vétérinaire, qu'on a une instruction technique qui est sortie en fait là au mois de juillet dernier, qui reprend les éléments du règlement européen, mais qui les adapte à la situation française, avec les obligations inhérentes au contrôle. En France, on a harmonisé notre réseau de laboratoires sur la technique qu'on appelle une technique de référence, qui est une méthode de digestion artificielle que je vous ai schématisée rapidement ici pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe au laboratoire quand vous emmenez la viande. La viande, elle va être mise dans un mixeur, elle va être hachée, elle va être pesée et elle va être mise en digestion artificielle, c'est-à-dire qu'on reproduit
une digestion dans un bécher que vous voyez là-haut à gauche. On va mettre de l'acide et puis une enzyme dedans et ça va digérer la viande, ça va libérer les larves, on va les laisser décanter dans une ampoule là, qui est conique au milieu et les larves vont tomber et on va les récupérer dans une éprouvette. Et après on pourra faire une lecture sous une loupe binoculaire. C'est une analyse qui est longue, qui est fastidieuse et qui nécessite un personnel compétent. Il est positif, et bien la carcasse doit être saisie. En aucun cas, on ne doit consommer une carcasse qui est déclarée positive à Trichinella. C'est une saisie obligatoire, réglementaire. Tous les laboratoires sont accrédités. Leur système d'assurance qualité est reconnu par une autorité indépendante qui s'appelle le COFRAC et qui garantit que les analyses sont bien faites. Tout ça repose sur des bases scientifiques et sur des données qu'on a sur les bactéries. Il y a certaines bactéries qui peuvent se multiplier à des températures très basses, comme Listeria par exemple. Et d'autres qui peuvent se multiplier à des températures assez hautes, comme Clostridium perfringens. Les modes de consommation, c'est la viande grise, c'est pas saignant, quoi. Et là, si votre viande elle est cuite à cœur, le parasite sera détruit. Et la congélation n'est pas assainissante. J'insiste aussi sur la salaison. Si vous faites des jambons avec ou autres produits charcutiers en salaison ou en fumaison, ça n'est pas assainissant. Si vous voulez faire vraiment du jambon ou de la salaison, vous faites analyser votre sanglier comme un repas de chasse, quoi. Et là, dans ce cas-là, vous êtes tranquille, vous avez votre carcasse que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Pensez à faire passer le message, parce qu'on a vu vraiment se développer des pratiques qui se faisaient pas avant, de manger du sanglier moins cuit, de faire du jambon de sanglier. Il faut pas faire ça dans le Gard sans être sûr de la contamination ou pas de la carcasse. Je suis Claire Tostig, vétérinaire officielle à la DDPP du Gard. Le vétérinaire officiel et les techniciens vétérinaires voient toutes les carcasses et estampillent ces carcasses. Qui dit estampille dit, je dis, cette carcasse est conforme à la réglementation et elle peut être consommée par les consommateurs. Donc ça implique une certaine responsabilité. À vrai dire, cette responsabilité, elle repose sur la réglementation européenne, essentiellement, puisqu'à l'heure actuelle, le paquet hygiène, donc un ensemble de textes réglementaires, là, il y en a quelques-uns cités ici, définit toute la réglementation sanitaire, parce qu'en fait, ça s'applique directement dans le droit français. Ce paquet hygiène, il donne de la responsabilité aux vétérinaires officiels, qui estampillent les carcasses, mais il en donne aussi beaucoup, en fait, à tous les professionnels, en fait à toutes les personnes qui interviennent dans la production de denrées alimentaires à destination des consommateurs. Dans un cadre privé familial, en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. Finalement, quelque part chez vous, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est différent de la cession des carcasses de gibier, donc si vous le donnez à titre gratuit, quelque part vous êtes responsable. Les chasseurs, quand ils donnent une carcasse, ce n'est pas un geste anodin, ils doivent normalement s'assurer de la qualité sanitaire de la venaison. La viande peut présenter un certain nombre de dangers. On définit souvent des dangers en 3 catégories, les dangers biologiques, donc les bactéries, les parasites, les virus. Alors, dans les bactéries, on parle souvent de tuberculose. Il y a tout ce qui est clostridie, le botulisme, dont on parle souvent, les salmonelles, bien sûr, la listeria, les Escherichia coli, les staphylocoques, voilà, ce sont toutes des choses dont vous entendez régulièrement parler. Il y a les parasites, donc on vient de parler de la trichine. Un autre parasite, c'est Alaria alata. Et puis, il y a le virus de l'hépatite E, alors il n'est pas du tout spécifique du gibier, c'est très rare. Récemment, il y a eu une personne qui est décédée de l'hépatite E dans le Gard et le gibier était soupçonné comme potentiellement responsable. Des dangers physiques, par exemple, les fragments de balles dans la viande. Puis des dangers chimiques, la contamination par le cadmium, par le plomb. La réglementation prévoit en fait 3 types de cessions. La remise directe au consommateur final, c'est légal, il n'y a pas de problème. Il y a la viande qui est destinée à un circuit court. C'est soit un repas associatif ou un repas de chasse. On entend par repas de chasse en fait un repas organisé par une société de chasse où des gens qui n'ont rien à voir avec la chasse sont participants. Enfin, le 3e type de cession, c'est la viande destinée à un circuit long. Circuit long parce qu'il va y avoir plusieurs intermédiaires en fait. Les choses qui sont obligatoires pour les 3 types de cessions. Dans le cadre de la remise directe au consommateur final, l'obligation, c'est en fait d'informer le consommateur sur les risques de contamination par la trichine. Vous n'êtes pas obligé de faire l'analyse, mais par contre, vous devez lui parler un petit peu de ce danger, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver à avoir du sanglier, mais ne pas du tout être conscients de cette maladie, de cette possibilité. Ensuite, dans le cadre des circuits courts, si vous donnez la carcasse donc pour un repas associatif, un commerce local, il doit y avoir un examen initial qui est réalisé par un examinateur officiellement formé.
Ensuite, l'analyse trichine, elle est obligatoire pour le sanglier. Aussi parce que la carcasse, même dans le cadre d'un circuit court, elle va potentiellement être distribuée à un grand nombre de consommateurs, donc il faut prévenir les risques. Et par contre, dans le cadre d'un circuit court, l'analyse, elle est bien aux frais du premier détenteur. Donc c'est-à-dire, c'est pas l'État qui la prend en charge. Dans le cadre du circuit long, donc c'est la carcasse qui est donnée soit à un abattoir agréé, soit un atelier de traitement du gibier. Donc on a les mêmes obligations que pour un circuit court, donc examen initial obligatoire, la feuille d'accompagnement qui est remise à chaque intermédiaire, et l'analyse trichine qui est obligatoire. Et là par contre, dans le cadre d'un établissement agréé, là l'analyse trichine, le coût est pris en charge par l'État. Enfin, le prélèvement est réalisé par les services vétérinaires et qui gère l'acheminement laboratoire. L'élément qui réunit à la fois traçabilité et examen initial, c'est la fiche d'accompagnement du gibier. Donc le modèle, il est en cours de révision, mais là je vous présente le modèle actuel. Lors des derniers cas trichine qu'il y a eu dans le Gard, j'ai trouvé formidable de pouvoir se baser sur le registre de battus pour savoir toutes les personnes qui potentiellement avaient récupéré de la viande des sangliers positifs. Et si vous faites une analyse trichine de manière volontaire, il est bien d'attendre le résultat avant de partager la carcasse, de faire en sorte que les morceaux restent bien au même endroit. La fédération forme depuis plusieurs années les chasseurs volontaires des équipes de chasse au sanglier sur l'hygiène de la venaison, notamment en formant des personnes qu'on appelle des référents qui par la suite dans leurs équipes respectives serviront un peu de personnes susceptibles de juger de l'état des carcasses et des sangliers prélevés à la chasse. On est là après la fin de la chasse, le retour de la battue, et du coup l'objectif maintenant c'est de vérifier qu'il n'y a pas de problème sur les carcasses qui empêcheraient la consommation. Du coup les chasseurs ont cette responsabilité aussi de regarder sur ce qu'ils vont manger eux et partager avec leurs proches, d'être certains qu'il n'y a pas de problème sanitaire, hein, qu'il n'y ait pas un risque pour la santé humaine. Pour ceux qui vont manipuler l'intérieur des animaux, il vaut mieux mettre les gants. C'est surtout pour ceux qui vont manipuler la carcasse. Oui. Dans un premier temps, là, sur l'examen initial, on regarde déjà l'extérieur de la carcasse. Si jamais il y a un problème, ça peut se voir aussi à l'extérieur. Par exemple, on peut voir que l'animal il est tout maigre. On pourrait voir qu'il y a beaucoup de parasites, de petits parasites externes, des tiques, etc. Quand il y en a énormément et que l'animal est maigre, c'est qu'il y a un problème sur... il peut y avoir un problème sur la carcasse. Il pourrait y avoir des abcès qui pourraient montrer aussi une maladie du type tuberculose, par exemple. La tuberculose, ça pourrait faire des abcès comme ça sur la paroi, les côtes. Ça pourrait aussi faire des abcès à différents autres endroits. Donc bref, il faut regarder tout ça. Il faut vérifier qu'il y a du gras. Là, ce sanglier, c'est bien. Dans tout le péritoine, tous les tissus comme ça, là, les conjonctifs, il y a un peu de gras. Ça montre qu'il est en bonne santé. Un animal qui serait malade, il pourrait avoir tendance à maigrir. Disons, un sanglier en ce moment qui est très maigre, qui n'a pas de gras à l'intérieur, c'est louche. Donc il y a une anomalie, on se pose la question de quel est le problème et du coup il y a peut-être un problème sanitaire. Donc c'est un doute, il faut l'écrire sur la fiche d'examen initial. Et suivant la destination, après par contre on peut faire la recherche de trichine. Si c'est de la commercialisation par exemple à l'échelle de ce qu'ils appellent le commerce de détail, boucherie, charcuterie ou traiteur. Et à ce moment-là, il faut prélever la langue ou ce qu'ils appellent le pilier du diaphragme qui tient donc le foie sur la cavité thoracique et faire la recherche des parasites. Mais ça, c'est payant et c'est aux environs de 110 €. Du coup, là, comme vous n'allez pas le mettre sur le marché, vous pouvez continuer votre découpe. Tout ça, on vous laisse maintenant finir le travail. Nous, on va regarder les viscères. Donc après, on va chercher les fameux ganglions et on va les trouver tout du long de la carcasse. Voir, mais là, par exemple, il y en a un. On vérifie à nouveau simplement qu'ils ont une taille et une couleur normale. De la même façon, on va chercher les ganglions qui sont tout du long de l'intestin. Et alors, on va simplement vérifier que tous ces ganglions, on n'y voit pas quelque chose d'anormal. Là, ils ont une taille normale, c'est-à-dire ils ont la taille d'un ongle, à peu près. Il y en a comme ça, là, tout du long. Et ces ganglions, si jamais il y avait une infection au niveau intestinal, clairement, ces ganglions, ils auraient réagi, ils seraient plus gros, ils auraient peut-être une couleur un peu soit plus claire, soit plus rouge. Voilà, et du coup, ce sera assez facile de voir qu'il y a un problème. Donc là, par exemple, on se rend compte qu'on n'a rien vu de bizarre, même absolument rien, C'est-à-dire que pour moi, ce foie, il est beau. Les intestins, on voit rien d'incroyable.
Pour moi, ça, derrière ça, si je suis chasseur formé à l'examen initial et que je mets cette carcasse sur le marché, donc je remplis la fiche, je vais écrire pas d'anomalie, il y a une case pas d'anomalie, je vais cocher la case pas d'anomalie, je signe et c'est bon quoi. Voilà, donc toujours dans le cadre de l'hygiène de la venaison et afin d'améliorer à la fois la traçabilité et l'information vis-à-vis des bénéficiaires de morceaux de venaison, c'est-à-dire des gens dont le chasseur fait profiter du résultat de sa chasse, la fédération distribue des sacs spécifiquement destinés à cet effet, qui d'une part permettent de mettre le morceau de viande dans des conditions de transport satisfaisantes et mentionnent parallèlement sur le sac lui-même les différentes règles d'hygiène à respecter, aussi bien pour le maintien de la conservation de l'aliment que pour les analyses et les risques potentiels attachés aux morceaux de venaison que le bénéficiaire de la viande en question est tenu de connaître pour éviter tout risque de contamination éventuelle. S'il y a lieu d'expertiser plus en aval, à ce moment-là, on amène des prélèvements au service vétérinaire, au laboratoire, qui fera les analyses requises. Alors moi, je reprends le relais avec la peste porcine africaine. C'est pas du tout la même chose que la peste porcine classique. C'est pas du tout le même virus, c'est pas la même famille de virus. C'est simplement que comme ça provoque des hémorragies, on appelle ça peste. Notre peste porcine africaine, elle a la caractéristique de ne pas avoir de vaccin. On est en ce moment en train de vivre une situation un peu à risque. Donc d'abord un historique un peu rapide. C'est un virus qui a été découvert pour la première fois en Afrique, qui circule sur les phacochères, potamochères, etc., qui d'ailleurs ne génère aucun symptôme sur ces espèces-là, mais qui par contre va entraîner la mort ou de la morbidité chez les porcs et les sangliers. Début 2012, premier cas qui a été notifié en Ukraine. 2013, premier cas en Biélorussie. Là, on commence à se dire, oula, il doit y en avoir bien plus que ce qu'on croit. Et en effet, rapidement, les pays d'Europe en fait, qui ont des frontières communes avec l'Ukraine et la Biélorussie, donc ont commencé à déclarer leur premier cas. Lituanie, la Pologne, et puis ensuite, ça s'est étendu petit à petit. Tous les États baltes, donc Lettonie, Estonie, Roumanie, République tchèque, Moldavie. En Pologne, ça a fait des sauts de géants vers l'ouest. Un saut d'environ 800 km. Et c'est ce qui s'est passé probablement une deuxième fois ces derniers temps, puisque le 13 septembre 2018, la Belgique a notifié son premier cas de sanglier atteint de peste porcine africaine sur une commune qui est au sud de la Belgique, en Wallonie, et qui est très proche de la frontière française. Les deux pistes les plus probables qui ont été retenues, c'est soit la proximité en fait d'une autoroute qui arrive de Pologne, et il pourrait y avoir eu des gens, des chauffeurs routiers qui ramènent de la charcuterie faite à partir de porcs, voire même de sangliers infectés, et qui auraient pu jeter ça dans des poubelles sur une des aires d'autoroute. Donc ça, c'est une des voies d'introduction possible. Et la deuxième, c'est le risque en fait qu'il y ait eu un peu d'introduction illégale de sangliers en provenance d'une zone infectée de pays de l'Est pour la chasse, quoi. Ce cas inquiète beaucoup les autorités françaises. C'est une catastrophe pour la filière porcine. Les éleveurs porcins, ils vivent énormément d'exportation. Le jour où il y a le premier cas en France, on essaiera de régionaliser, mais en tout cas, on ne pourra plus exporter. Il est dorénavant capital pour nous d'être capable de détecter ces premiers cas si jamais ils passaient la frontière. C'est exactement le rôle du réseau SAGIR, et donc le réseau SAGIR a été particulièrement renforcé dans la zone proche de la frontière et de la commune infectée en Belgique. La meilleure chose qu'on a à faire en tant que fédération, c'est d'inciter à une réduction drastique des populations de sangliers. Si jamais le virus, par malheur et par accident, pour cause de mauvaises pratiques, pouvait traverser la frontière, s'il arrivait dans une population de sangliers pratiquement proche de zéro, il ne pourrait pas s'étendre, il ne pourrait pas y avoir une contamination de proche en proche, etc. Et on pourrait réussir éventuellement à gérer cette arrivée. En revanche, s'il arrive dans une population abondante, on aura beaucoup de mal à régler le problème. Donc on en est à une étape de réduction drastique des populations de sangliers. Pour ce qui est du Gard, du département du Gard, comme tous les départements de France, la surveillance a été renforcée par le biais de SAGIR. Encore une fois, le plus important, c'est de détecter toute mortalité anormale de sanglier pour être sûr de détecter rapidement les premiers cas de peste porcine africaine, en fait, ce qui permettra de les gérer au mieux. Il a été demandé aux chasseurs de signaler toute mortalité anormale de sanglier. Encore une fois, c'est bien par des mortalités anormales uniquement qu'on détectera l'arrivée de ce virus. On ne peut pas le trouver autrement dans une population de sangliers. La Fédération départementale des chasseurs a fait suivre les informations requises
et les mesures sanitaires à mettre en place, justement pour informer l'ensemble des personnes susceptibles de rencontrer des cas de mortalité liés potentiellement à cette maladie, et y compris les professionnels détenant dans les élevages ce type d'animaux, donc des sangliers. D'une part, de les informer et de leur communiquer les mesures sanitaires à mettre en place par rapport à leur activité. L'ensemble de ces prélèvements qui donnent lieu à analyse s'effectue donc dans le cadre du réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage, à savoir le réseau SAGIR, qui est un réseau institué à l'échelle nationale, géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en collaboration avec la Fédération nationale des chasseurs et la participation des fédérations départementales de chasse, qui assurent d'ailleurs elles-mêmes le financement des analyses. Oui. D'accord. Donc la société de chasse qui te fait passer un prélèvement de lapin de Garenne trouvé mort. Alors là voilà, on vient d'avoir un appel extérieur d'une association de chasse qui a récupéré sur le terrain un cadavre de lapin et qui souhaiterait qu'on fasse procéder à une analyse pour essayer d'identifier la cause de la mortalité. Bonjour, société de chasse de Rodessin. J'ai récupéré un lapin au bord d'une rive avec une tache au nez de sang et je veux savoir ce que c'est. Entendu. Bon, mais on va faire procéder, je pense, à une recherche virologique pour mettre en évidence éventuellement la maladie virale hémorragique, puisque le symptôme du saignement de nez peut être évocateur de cette virologie. Mais parallèlement, on fera rechercher d'autres maladies potentielles, y compris des parasitologies, puisqu'on a quelques cas de... C'est quand même rare chez nous, c'est le premier qu'on trouve. Il me faudrait la date de la découverte. Maintenant que vous m'avez donné tous les éléments relatifs à la mortalité de ce lapin, je vais amener l'animal au laboratoire vétérinaire départemental qui procédera aux analyses requises. Je vous tiendrai informé du résultat. Il faut compter, suivant les recherches, minimum 15 jours, 3 semaines. Surtout s'il y a une recherche virologique ou toxicologique, puisqu'il y a une sous-traitance qui est faite par le biais d'autres laboratoires extérieurs au département. Fédération de chasse pour la nouvelle année. Oui. Donc j'avais un prélèvement, un lapin de Garenne en vue d'une analyse. Allez, tenez, on va le mettre là-dedans. Voilà, donc l'animal est congelé. D'accord. Je l'ai ramené tel quel, la personne l'a ramené tout à l'heure. Voilà, je vous donne la fiche Okay. pour signature, comme vous l'avez déposé.